On propose d'accélérer la production foncière et immobilière, de fluidifier les parcours résidentiels, la mixité sociale et urbaine. Et notre modèle permet aussi d'insérer les personnes exclues. Parlons business et parlons immobilier et logement aujourd'hui. Vous savez que le secteur est en pleine turbulence, il est secoué de toutes parts. Difficile de trouver des solutions pour relancer ce pan de l'économie française. Bonjour Robert Ayacan. Bonjour Gilles, merci de me recevoir. Je vous en prie, vous êtes président et fondateur de Birdim. Vous achetez des terrains et des immeubles et vous les transformez en logement. On va y revenir dans un instant. Mais tout d'abord, on a voulu vous inviter aujourd'hui car vous avez une idée, disons atypique, pour sortir de la crise. Je l'ai rarement vue ailleurs. Quelle est-elle cette idée ? Vous avez raison, Gilles. Je dirais plutôt qu'elle n'est pas atypique, cette idée. Ce sont des idées de bon sens. Ouais. Précisément ce qui manque dans le logement, mais dans le reste de notre pays aujourd'hui, ce sont des idées, des propositions, une vision et de la planification de l'aménagement du territoire pour relancer la production de logements en France. C'est tout ce qui nous manque aujourd'hui pour avancer. Et il se trouve que chez Birdim, des idées et des propositions, on en a à revendre. Alors, on va s'intéresser à une idée particulière. Vous vous dites, on donne beaucoup d'argent, l'État donne beaucoup d'argent, des aides, etc., dans le secteur de l'immobilier, et vous voudriez les supprimer ? Précisément, je pense précisément qu'il faut supprimer la politique du logement en France. C'est 38,2 milliards d'euros par an. Ouais. Dans ces 38,2 milliards d'euros, vous avez 18,2 milliards d'euros qui correspondent aux aides à la pierre, c'est-à-dire l'argent qu'on donne aux promoteurs pour acheter des terrains et produire du logement. Et vous avez 20 milliards qui correspondent aux aides à la personne, c'est-à-dire les APL que nos concitoyens connaissent bien. Et je considère globalement que ces aides à la pierre contribuent à la hausse des prix. Pourquoi ? Chaque année, on prend, mon cher Gilles, dans votre poche, dans la mienne, c'est 38,2 milliards d'euros. On les met dans l'économie immobilière, on les donne aux promoteurs pour produire du logement. Et chaque année, nous-mêmes, concitoyens, nous-mêmes, dans ce pays, nous renchérissons les prix du foncier, ce qui rend impossible, mais vraiment impossible, une réponse à long terme à la crise du logement. Ouais. Donc vous nous dites, si on supprime ces 18 milliards d'euros d'aide, ça va mécaniquement, au bout d'un moment, faire baisser le prix des terrains, du foncier, etc. Et donc ça va relancer l'économie et l'immobilier ? Alors exactement, c'est un des éléments, mais ce n'est pas le seul. Bien sûr, ça va relancer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous supprimez ces aides, à un moment donné ou à un autre, les prix du foncier vont baisser. Parce que les propriétaires fonciers qui ont besoin de vendre leur foncier, il y en aura toujours. Succession, déménagement, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Mais un deuxième élément qui permettra de faire baisser les prix, c'est de réformer, c'est une autre proposition que nous avons, de réformer la fiscalité locale. Pourquoi ? Nos collectivités locales sont pour l'essentiel financées par des aides directes, enfin des taxes directes ou indirectes sur l'immobilier. Et donc le maire, il est coincé, si vous voulez. Ouais. Quand ces aides, son budget, il est fondé sur l'immobilier, sur les transactions ou sur les taxes des permis liés au logement, il est obligé quand même de se financer sa collectivité. Et dans un moment particulier où vous avez moins de transactions, les collectivités souffrent, aussi l'État qui donne, si vous voulez, moins de dotation générale de fonctionnement aux collectivités locales. Donc oui, c'est un ensemble de propositions qu'on formule. Mais le premier élément, bien sûr, c'est de supprimer les aides à la pierre pour faire dégonfler la hausse des prix du foncier. Alors justement, je voudrais qu'on s'intéresse à ces aides. Déjà, c'est quelles aides ? Vous visez quel dispositif précisément ? En fait, l'ensemble des dispositifs, il faut vraiment supprimer la totalité des aides. Par exemple, le Pinel, tous les dispositifs en fait, qu'on appelle niches fiscales, qui permettent aux Français d'investir dans de la défiscalisation, des programmes de défiscalisation. Moi, j'ai 46 ans, j'ai l'impression que depuis que je suis né, j'entends des programmes de défiscalisation. Chaque ministre... Oui, chaque ministre a son programme. Hein. Périssol, Besson, Ponce, j'en passe. Ouais. Malraux, alors c'est encore un autre sujet, mais vous avez tout un tas de schémas qui permettent en fait aux Français de mettre de l'argent dans la pierre et d'être défiscalisés. Mais disons-le clairement, cet argent, c'est aussi le nôtre. Donc, quelque part, on fait tourner le même argent et ça n'apporte rien. Et cet argent, en fait, qu'on donne encore une fois aux promoteurs ou aux acteurs de l'immobilier, il est pris dans la poche des Français, très clairement. Et donc, c'est ça qui fait monter les prix du foncier. Et c'est ça qu'on doit arrêter une fois pour toutes. Pour le dire de manière un peu technique, les aides à la pierre sont inflationnistes. C'est inflationniste. Juste une idée, une question un peu provocatrice, mais la France est perfusée par les subventions, par les aides. C'est une tradition, on va dire, quasiment de notre pays. Ça va être très violent quand même de supprimer des aides. Comment est-ce que vous voyez cette crise et combien de temps ça va être difficile ? Alors, vous avez raison, ça va être violent. Mais on est déjà dans une crise extrêmement violente. C'est sûr. Vous avez aujourd'hui en France
l'une des crises les plus violentes que notre pays n'ait jamais connues en matière de logement. Cette crise, la plupart des experts, et nous aussi, nous estimons qu'elle va durer 7 à 8 ans. 7 à 8 ans. 7 à 8 ans si on ne fait rien. Et nous, on arrive avec un modèle pour justement écourter la durée de cette crise. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Quel est le constat? Vous avez les ménages qui ne peuvent plus acheter, qui sont plus empruntés pour acheter leur logement, les promoteurs qui ne peuvent plus commercialiser leur programme, et vous avez le bâtiment qui est complètement à l'arrêt, la construction qui est complètement à l'arrêt. Et je vous rappelle un adage qu'on connaît bien dans notre pays, hein, quand le bâtiment va, tout va, et le contraire est vrai aussi. Rien ne va. C'est une crise extrêmement forte, c'est à la fois une crise de l'offre et de la demande. C'est assez rare hein, pour le relever, une crise de l'offre et de la demande. Et tout le marché est grippé, même la transaction en fait dans l'ancien est grippée, mais ça c'est tout simplement lié au fait que les banques aujourd'hui ne prêtent pas, du fait des critères de financement, ne prêtent pas d'argent à nos concitoyens pour acheter leur logement. Alors supprimer les aides à la pierre pour faire baisser les prix, est-ce que vous pouvez nous dire, d'après vos calculs, de combien ces prix pourraient baisser si on fait ça? Alors c'est simple, il faut toujours regarder l'histoire même en économie. Pour les plus anciens ou nos aînés, il faut faire référence à la crise de 90. En 90, on a eu une crise à peu près similaire. Et en l'espace de quelques années, 7 ans, les prix, notamment à Paris, ont chuté de 45%. 45%. Mais voilà, il ne s'agit pas de faire chuter les prix à ce point-là, mais il faut aujourd'hui qu'on s'agite et qu'on fasse des propositions pour relancer rapidement la production de logements. Et pour relancer cette production de logements, la solution, l'une des solutions, celle qu'on propose, c'est de supprimer d'un coup, violemment, fermement, très rapidement, la totalité des aides à la pierre. Mais ça, il faut du courage politique. Et je ne suis pas sûr que dans le gouvernement, il y en ait beaucoup. Un petit tacle par-ci, par-là. Parlons maintenant de votre société Birdim que vous avez fondée. Alors, vous achetez des terrains, vous achetez des immeubles pour les transformer en logements. OK, mais comment faites-vous? Quelle est l'originalité de votre démarche par rapport à d'autres? Alors, nous, si vous voulez, Birdim, c'est une entreprise que j'ai créée tout seul avec 1 000 € de capital en 2017. Pas spécialement pour faire fortune. Moi, je ne suis pas un promoteur qui veut faire fortune. Ce qui me motive, en fait, c'est l'intérêt général, le bien commun de nos citoyens. Il faut, une fois pour toutes, répondre à la crise du logement. Cette crise du logement, elle est très ancienne dans notre pays. Historiquement, on pourrait la remonter au 19e siècle, mais plus récemment, on pourrait la remonter au milieu des années 70, après les 2 chocs pétroliers, puis plus précisément avec la décentralisation. Qu'est-ce qu'on propose, en fait, aujourd'hui? On propose d'accélérer la production foncière et immobilière, de fluidifier les parcours résidentiels, la mixité sociale et urbaine. Et notre modèle permet aussi d'insérer les personnes exclues. 3e élément, le modèle qui est porté par Birdim permet aussi, évidemment, par le vecteur BTP, de relancer l'économie française. Et dernier point, vous allez me dire comment, mon cher Gilhan, de financer et sécuriser les retraites en France. Les retraites aussi? Et oui, évidemment. C'est vraiment un modèle économique, politique, macroéconomique qu'on propose pour le pays pour relancer effectivement la construction de logements. Et je vous le dirai très rapidement, si on a quelques minutes. Quel est le premier élément d'une bonne retraite, mon cher Gilhan? Qu'elle soit assurée, que le montant soit correct. C'est vrai. Non, moi je considère que le premier élément d'une bonne retraite, c'est d'avoir un toit sur la tête. Si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, vous avez réglé une partie de vos besoins financiers à la retraite. Et donc ça, il faut l'anticiper. Il faut aider nos concitoyens à devenir propriétaires de leur résidence principale. Et c'est ça qui va nous permettre de régler un certain nombre de problèmes. À la fois de relancer l'économie, de fluidifier les parcours résidentiels, d'insérer les personnes exclues par la relance de l'activité notamment, mais aussi en les logeant, et évidemment de financer les retraites, parce qu'on aura besoin de moins d'éléments si on est propriétaire, de moins d'éléments financiers, si on est propriétaire de sa maison que si on ne l'est pas, tout simplement. Il faut dire qu'avant la retraite, le logement, c'est le premier poste de dépense des ménages. Qu'on soit locataire ou propriétaire, ça coûte très cher, c'est le premier poste? Vous avez parfaitement raison, et cette part en fait a augmenté depuis le début des années 2000. La part dans le budget des ménages en fait du logement est passée de 25 à quasiment 30-40% aujourd'hui, ce qui est un scandale, puisqu'on le sait bien, les prix de l'immobilier ont fortement progressé, mais les salaires de nos concitoyens, eux, n'ont pas progressé. Ouais. Voilà. Et quel que soit d'ailleurs, si je puis me permettre, quelle que soit l'équipe gouvernementale en place, les prix de l'immobilier ont progressé, pas les salaires. Encore sur Birdim, vous allez vous développer, vous allez recruter Tout à fait. Aujourd'hui, en fait, Birdim, que j'ai créé il y a quelques années, en partant de rien, très clairement, c'est 12 collaborateurs. On sera bientôt 20 et peut-être 30 d'ici la fin de l'année. Et on a aujourd'hui 5000 logements en développement. Je précise 5000 logements en développement. Pour être parfaitement précis, ce sont des terrains et des immeubles qu'on va transformer aujourd'hui en logements. Et contrairement à beaucoup d'acteurs de l'immobilier,
Pour faire simple, Birdiem ne connaît pas la crise aujourd'hui. Ouais. On a un modèle qui est vraiment porteur et je viens vous en parler pour une raison toute simple. C'est que je voudrais partager ce modèle pour l'ensemble du pays, pour relancer cette machine et enfin régler quelques problèmes dans notre pays. Alors, dans Parlons Business, je reçois de nombreux chefs d'entreprise comme vous, mais j'avoue que je suis interloqué un peu en vous écoutant. Vous êtes entrepreneur ou bien quasiment ministre du Logement. On sent que vraiment le logement des Français, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Exact. Je suis très attaché en fait au logement du Français. J'ai travaillé longtemps dans l'habitat social, ouais. Donc ça marque. Donc je connais les difficultés de nos concitoyens. J'ai vu les difficultés. J'ai moi-même grandi en banlieue, bien que mes parents étaient propriétaires, mais j'ai grandi en banlieue, donc je connais la vraie vie de nos concitoyens et je sais qu'il faut les loger. On ne peut rien faire, Gilhan, sans logement. Vous ne pouvez pas démarrer dans la vie sans logement, vous ne pouvez pas étudier, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas vous déplacer. Il n'y a rien qui est possible. Le logement, c'est un besoin primaire. Il faut bien l'entendre, un besoin primaire. On a tous besoin de se loger pour construire sa vie et avancer. On comprend cet intérêt général, mais est-ce que c'est compatible avec vos intérêts de chef d'entreprise ? Vous êtes à la tête d'une entreprise qui doit faire certainement des bénéfices, qui doit bien rouler économiquement et financièrement. Est-ce que c'est compatible avec l'intérêt général du logement des Français ? Je crois profondément que c'est compatible. Je suis membre d'un certain nombre de mouvements d'entrepreneurs. Je crois profondément qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est motivé par l'intérêt général, par l'intérêt de son entreprise, bien sûr, mais par l'intérêt général et le bien commun de son entreprise, mais aussi du pays. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, quand vous êtes entrepreneur, et il y a beaucoup d'entrepreneurs en France, vous démarrez souvent avec peu de moyens. Pour ma part, j'ai démarré avec 1 000 € de capital, en sortant d'un poste de cadre dirigeant assez confortable où j'étais bien payé. 1 000 € de capital, c'est pas grand-chose. Hein. Et pendant quasiment 5 ans, 4-5 ans, je ne me suis pas versé 1 € de salaire pour porter ce modèle auquel je crois, parce que je suis profondément convaincu qu'il faut loger nos concitoyens pour relancer la machine. Donc aujourd'hui, moi je suis quelqu'un comme tout le monde, hein, si vous voulez. Je vis dans un petit appartement parisien et je laisse les Français juger. J'ai une vieille DS4 qui fait 120 000 km. Je ne sais pas si je suis entrepreneur du logement pour faire fortune. Voilà. Mais je laisse les Français juger. Eh bien, merci beaucoup Robert Yacouyan, qui est entrepreneur et donc avec beaucoup d'empathie pour ses concitoyens. Exactement. Merci Gilhan, à vous. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Parlons Business.